Donc, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Comme l'a dit Monsieur Thiellet, je suis responsable du Centre de référence maladies aux sources constitutionnelles et je suis généticienne clinicienne et je dirige également une équipe de recherche qui travaille sur les bases physiopathologiques des maladies aux sources constitutionnelles à Paris. Alors, j'ai fait une présentation assez simple, mais je serais très heureuse de répondre aux questions pour repartir sur des éléments factuels et les éléments principaux du syndrome Nail-Patella. Je vous rappelle que le syndrome Nail-Patella fait partie des maladies rares. Sa prévalence est estimée environ à 1 pour 50 000 avec une incidence à la naissance de 1 pour 45 000. Le mode de transmission est autosomique dominant. Lorsqu'un patient est affecté, il a un risque de 50% de transmission à sa descendance, donc un risque sur deux. Évidemment, ce risque est aléatoire pour chaque grossesse. Il existe une vraie variabilité clinique entre les familles, mais également dans une même famille. Et puis, les éléments essentiels caractéristiques du syndrome Nail-Patella sont une atteinte de la face dorsale des membres responsables des troubles orthopédiques, avec des ongles dystrophiques, une atteinte des rotules et une luxation des têtes radiales. Il peut exister une atteinte rénale à type de glomérulopathie, mais dont la fréquence n'est pas du tout constante. Et enfin, il peut exister une atteinte oculaire à type de glaucome à angle ouvert. Et on voit déjà les éléments qu'il va falloir surveiller au cours du suivi des patients. Alors, on revient sur les anomalies des ongles. Elles sont pratiquement constantes dans toutes les situations, donc observées dans 98% des cas, présentes dès la naissance. Donc, c'est souvent le signe d'appel qui va conduire au diagnostic. Il y a une variabilité dans les manifestations au niveau des ongles. On peut avoir des ongles dystrophiques, donc avec une morphologie anormale, cassants, des ongles hypoplasiques, c'est-à-dire petits, ou bien complètement absents. Ils sont le plus souvent fins plutôt qu'épaissis, et puis peuvent avoir une coloration anormale avec la présence de stries longitudinales. L'un des éléments qui est caractéristique, c'est l'aspect de la lunule, qui est normalement ronde, circulaire, qui devient triangulaire. On a une atteinte qui est bilatérale et symétrique, mais le plus souvent beaucoup plus sévère au niveau des membres supérieurs, où elle est en règle générale de sévérité croissante du 5e doigt vers le pouce. Et puis au niveau du pied, elle est souvent moins importante et elle prédomine au niveau du 5e rayon, qui peut être le seul touché. Donc, je vous ai mis des exemples d'ongles de syndrome Nail-Patella avec cet aspect triangulaire de la lunule, donc qui paraît friable, fin et qui est hypoplasique. Ici, on a une atteinte de tous les ongles avec l'aspect hypoplasique. Ici, vous voyez très bien les stries longitudinales. Vous voyez qu'il peut y avoir une atteinte variable d'un doigt à l'autre et en tout cas une atteinte du pouce qu'on retrouve souvent et les stries qu'on voit très bien ici. Le deuxième élément très important du syndrome Nail-Patella, c'est bien évidemment l'anomalie des rotules. Donc, l'anomalie des rotules, elle est observée dans 75% des cas. Elle n'est pas toujours symétrique et ça, c'est important. Il peut y avoir une atteinte plus sévère d'un côté que de l'autre. Les rotules peuvent être présentes, elles sont alors hypoplasiques, de petite taille, de forme anormale, mais parfois elles sont complètement absentes. Donc, elles sont soit hypoplasiques de forme anormale, voire absentes. Et puis, l'hypoplasie de la rotule, elle est associée à une anomalie du muscle vaste interne qui lui est attaché. Et ça va être responsable de subluxation ou de luxation récurrente, voire constante de la rotule. Et ça va dominer l'histoire naturelle. Donc, les luxations de la rotule sont d'un des éléments majeurs dans la prise en charge. Et puis, il peut y avoir d'autres anomalies des articulations du genou, avec éventuellement anomalie des condyles fémoraux et de la tuberosité tibiale. Et c'est vrai que l'instabilité du genou qui va en résulter
peut être très invalidante et peut conduire à une impotence fonctionnelle. Donc, c'est vraiment ce qui va dominer la prise en charge. Alors, je vous ai mis ici une rotule qui est en fait hypoplasique. Elle est présente, mais elle est de forme anormale. Et ici, vous voyez à chaque fois qu'elle est subluxée, elle n'est pas dans sa position normale. Vous voyez très bien ici, et surtout, elle a une morphologie et une taille anormale. Sur le plan squelettique, l'un des signes qui est extrêmement évocateur du diagnostic, qui n'a pas de conséquences fonctionnelles, mais qui est un marqueur, est la présence de cornes iliaques sur la radiographie du bassin. Je vais vous les montrer. Donc, c'est très important quand un syndrome Nel-Patella est évoqué de réaliser une radiographie du bassin parce que la présence des cornes iliaques conjointement avec des ongles anormaux et une petite rotule sera très évocateur du diagnostic Nel-Patella. Cette corne iliaque n'est pas constante, elle ne serait observée que chez 2/3 des patients. Dans mon expérience personnelle, je l'ai toujours observée. Donc, c'est un élément important du cadre diagnostique. Et je vous la montre ici. Vous la voyez très bien ici. C'est cet aspect de corne au niveau de l'aile iliaque qui est présente, pas dans la période néonatale, mais qui arrive rapidement. Donc, moi, j'en ai vu dès l'âge de 2 ans. Et donc, il faut bien penser à demander une radiographie du bassin pour retrouver cet aspect de corne très évocatrice du diagnostic. Parce que dans certaines situations, surtout si le médecin n'a pas l'habitude, il peut ne pas être sûr du cadre diagnostique de Nel-Patella parce qu'il y a une atteinte des ongles qui est modérée, parce que l'enfant est petit. Et c'est vrai que cette présence de corne va conforter le diagnostic. D'autres éléments sont importants dans la série squelettique. L'anomalie des coudes, donc elle est fréquente, elle est présente chez 2/3 des patients. Elle est variable, souvent asymétrique, et elle va se traduire par une limitation de mobilité avec un défaut d'extension et de prosupination, avec souvent la présence d'un ptérygium antécubital. Et sur le plan radiologique, on va retrouver une dysplasie de la tête radiale qui est luxée postérieurement. Donc, l'atteinte du coude, elle est vraiment très fréquente et on la retrouve très fréquemment, je vais vous le montrer. Et puis, il y a également une dysplasie d'autres parties squelettiques, l'épicondyle et le capitulum, et un épicondyle médian proéminent. Voilà ce que ça donne. Vous voyez ici qu'on a un aspect de ptérygium et qui va avec une limitation d'extension et de pronosupination. Et vous voyez très bien qu'il y a une luxation de la tête radiale. Alors, on a vu ongle, on a vu rotule, on a vu coude, on a vu la corne iliaque. Là, il peut exister une atteinte rénale et elle est très importante à rechercher puisqu'elle doit nécessiter une prise en charge spécifique en néphrologie. Cette atteinte rénale, elle n'est pas constante. Elle va atteindre 20 à 50% des patients. C'est une atteinte glomérulaire, donc à type de néphropathie glomérulaire. Donc, en règle générale, on la dépiste par la recherche d'une protéinurie avec ou sans hématurie. Elle peut rester asymptomatique et elle doit faire l'objet d'une recherche systématique, mais elle peut également évoluer vers des complications rénales plus importantes, syndrome néphrotique, voire une insuffisance rénale terminale dans rares cas. Donc, la prise en charge néphrologique dès que la néphropathie est mise en évidence, est évidemment très importante et le dépistage systématique est important. Donc, vous avez ici un aspect histologique de la membrane glomérulaire basale. Vous voyez qu'il y a ces changements très caractéristiques qui sont tout à fait évocateurs du diagnostic, mais la biopsie rénale, elle n'est pas nécessaire pour affirmer ce cadre diagnostique. Alors, on aborde maintenant la question génétique. Je pense que j'ai sauté une diapositive. Voilà, non, j'ai sauté des diapositives, voilà. On aborde maintenant l'atteinte oculaire. Donc, on a vu ongles, rotules, coudes, reins.
L'atteinte oculaire est assez fréquente puisqu'elle est retrouvée chez 20% des patients. Donc là aussi, un examen ophtalmologique systématique annuel doit être réalisé à la recherche d'une hypertension intraoculaire qui peut être isolée ou bien de glaucome à angle ouvert. C'est vrai que la surveillance ophtalmologique, elle fait partie de l'examen du suivi annuel. Après, il y a un cortège d'autres manifestations squelettiques, avec en particulier des scolioses, des douleurs articulaires. L'aspect général les patients sont en général longilignes, avec une musculature peu développée, avec une fatigabilité, avec souvent donc une force musculaire qui paraît diminuer dans ce contexte de musculature peu développée. Il peut y être associé un certain degré d'hyperlaxité articulaire, et c'est vrai que le cortège de signes ostéo-articulaires, il est assez large, avec des douleurs, des manifestations qui peuvent toucher d'autres articulations, et également la possibilité de scoliose, et la prise en charge en rééducation et la musculation est vraiment importante. Il existe des cortèges digestifs également, qu'il ne faut pas méconnaître, qui en font partie, avec des douleurs abdominales, la notion de côlon irritable, avec des épisodes de diarrhée et de constipation qui peuvent également vraiment gêner le quotidien des patients. Donc, les troubles digestifs sont importants. Il peut exister des troubles vasomoteurs avec des extrémités qui sont froides, avec parfois des doigts qui bleuissent avec des syndromes de Raynaud complets, avec ces anomalies des extrémités et des défauts de sensibilité au niveau de la pulpe des doigts. Et puis des paresthésies. Donc les paresthésies, c'est des espèces de sensations étranges au niveau des extrémités qui sont souvent invalidantes à type de douleur, brûlure, et vraiment ça domine le plus souvent au niveau des extrémités. Et ça peut également gêner le quotidien. Alors, il existe une très grande variabilité d'expression dans une même famille et entre les familles, avec certains patients qui auront des douleurs ostéo-articulaires au premier plan, d'autres qui auront des troubles digestifs au premier plan, d'autres qui finalement seront surtout gênés par la luxation de la rotule sans autre manifestation. Mais il existe des patients également qui sont quasiment asymptomatiques, avec essentiellement des manifestations au niveau des ongles qui ont conduit au diagnostic. Donc, une vraie variabilité de manifestations, et on n'a pas d'éléments aujourd'hui, génétiques en tout cas, qui permettent d'expliquer cette variabilité clinique. On sait qu'il existe des corrélations entre la localisation de la mutation et les complications rénales. Il semble, je vais vous parler du gène jusqu'après, que les gènes qui sont localisés dans une partie de la protéine qui s'appelle l'homéodomaine sont le plus souvent corrélés aux complications rénales. Donc ça, c'est important. Quand on a une mutation qui est localisée dans l'homéodomaine, on sera vraiment très attentif à rechercher les complications rénales, mais ce n'est pas parce qu'on a une mutation localisée en dehors de l'homéodomaine qu'on s'arrêtera de faire des bilans rénaux systématiques. Il existe aussi des formes qui sont rénales pures, sans aucune autre manifestation. Donc, ce sont des néphropathies glomérulaires pures. Et là, on sait qu'elles sont rattachées à des variations spécifiques de la MYX-1B. Et puis, plus récemment, il a été identifié des variations qui sont situées à distance du gène. Donc, vous savez que le gène, il est constitué d'exons. Et on sait qu'à distance des gènes, il existe des éléments qu'on dit régulateurs. Il a été identifié plus récemment des variations dans des éléments régulateurs de LMX1B. Et on sait que ces variations sont associées uniquement à des atteintes des membres. Il n'y a pas d'atteinte rénale dans ces variations. Et certaines d'entre elles sont transmises sur un mode autosomique récessif. Elles sont ultra rares, mais ça peut expliquer qu'aucun des deux parents n'a quoi que ce soit et qu'il y ait plusieurs enfants atteints, parce que quand on est dans un mode d'hérédité autosomique récessif, les parents ont un gène normal et un gène muté, ils n'ont aucune manifestation, et la maladie n'apparaît que quand les enfants héritent des deux mutations. Donc, on a ces rares cas de forme autosomique récessive, qui sont même ultra rares. On reste
dans la majorité des cas sur un mode de transmission autosomique dominant, mais il faut le savoir car ça peut expliquer certains modes de transmission qui peuvent paraître inhabituels. Donc, le gène LMX1B, il est localisé sur le bras long du chromosome 9, 9q34. Donc, le plus souvent, on a des mutations ponctuelles, c'est-à-dire un changement de nucléotide. Parfois, on a des anomalies plus larges du gène, avec des délétions complètes du gène. Elles sont retrouvées chez plus de 90% des patients, donc c'est quand même énorme, et probablement que tous les patients, tous les NAND patella sont en rapport avec une anomalie de ce gène, mais qu'on n'a pas réussi à identifier la variation pour des questions de technologie et de localisation de la mutation. Donc vraiment, LMX1B est le gène responsable du syndrome de NAND patella. Et donc je vous ai dit, un mode de transmission majoritairement autosomique dominant, mais une famille présentant une forme récessive en rapport avec un variant homozygote, donc à garder en mémoire. Donc voilà la structure du gène. LMX1B est composé de 8 exons avec différents domaines, le domaine LIM-A et le domaine LIM-B qui sont codés par les exons 2 et 3, et l'homéodomaine qui est localisé ici, qui est codé par les exons 4 et 6. Cet homéodomaine est important pour les atteintes rénales et les variants, ils sont localisés dans ces domaines fonctionnels. Vous voyez la localisation des variants, LIM-A, LIM-B et homéodomaine. Alors, on a des variations qui sont de nature diverse. Certaines sont dites faux-sens parce qu'elles changent un acide aminé. Certaines sont dites non-sens parce qu'elles vont entraîner l'arrêt de la protéine. Et puis, certaines sont dites d'épissage parce qu'elles sont localisées juste avant le début du codon. Ça ne change rien. En fait, il y a peu de corrélation génotype-phénotype, si ce n'est les variations localisées dans l'homéodomaine qui semblent associer plus souvent une atteinte rénale. Donc, vous voyez représenter ici cette ébauche de corrélation génotype-phénotype. Donc, vous voyez que le NAND patella, il peut être en rapport avec des mutations dans les deux domaines LIM-A et B, ou bien dans l'homéodomaine. Et vous voyez que cette forme rare de néphropathie qui peut être isolée, elle est uniquement en rapport avec des mutations dans l'homéodomaine. Donc, on a une mini corrélation génotype avec les variations de l'homéodomaine qui parfois peuvent être responsables d'atteinte rénale pure. Alors, quel est le rôle de LMX1B? C'est un gène qui joue un rôle dans le développement. Lorsqu'on a un homéodomaine, on est dans la famille des gènes qui jouent un rôle dans le développement. Donc, développement du squelette, puisqu'on a cette atteinte de la rotule, cette atteinte des ongles, qui est vraiment une pathologie du développement, mais également une atteinte spécifique du rein. Et en fait, LMX1B va déterminer la morphologie des podocytes du glomérule. Et vous voyez que ce gène qui est localisé ici va en fait jouer un rôle de régulateur sur d'autres protéines qui sont très importantes pour la membrane basale glomérulaire. Vous voyez en particulier certains types de collagène, le type 3 et le type 4. Et toute cette machinerie, elle permet en fait la morphologie de la membrane glomérulaire. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fonction de la nature de la mutation et en fonction des situations, on va avoir une anomalie de la morphologie des podocytes. Alors, qu'en est-il de la prise en charge? Donc, le point extrêmement important de la prise en charge, c'est qu'elle est pluridisciplinaire tout au long de la vie. Et comme on a essayé de l'expliquer dans le PNDS, elle doit reposer sur un réseau d'acteurs qui connaissent la maladie ou qui sont prêts en fait à prendre en charge la maladie en connaissant les complications. Donc, le premier acteur, c'est le médecin traitant ou le pédiatre pour la partie pédiatrique, ou le généticien pour la partie pédiatrique, parce qu'il y a souvent un généticien qui joue ce rôle. Mais c'est vrai que l'implication à l'âge adulte, en particulier du médecin traitant, est très importante parce que c'est l'interlocuteur immédiat et qui va pouvoir aider et guider en fonction de l'évolution de la maladie.
Alors après, on a médecine physique et médecine de rééducation, très important, parce que l'histoire, elle est ponctuée par les luxations de rotules, les anomalies du coude, les douleurs. Donc c'est vrai que médecin physique et de rééducation sont très importants. Le néphrologue pédiatre régulièrement, puis le néphrologue adulte, l'ophtalmologiste, puisqu'il y a le suivi régulier, le médecin spécialiste de la douleur. Alors, en même temps que médecin physique et rééducation, on peut mettre le rhumatologue, en particulier à l'âge adulte, c'est moins vrai pour la période pédiatrique, mais le rhumatologue à l'âge adulte est souvent le médecin référent qui va organiser la prise en charge, qui remplace un peu le généticien, et puis le chirurgien orthopédiste. Donc, le cœur, c'est pédiatre généticien en pédiatrie, chirurgien orthopédique, douleur et médecin physique de rééducation, et puis néphrologue, ophtalmo. Et à l'âge adulte, on prend rhumatologue, néphrologue, ophtalmo, et puis douleur à nouveau et chirurgien orthopédique. Et le médecin généticien réintervient à l'âge adulte, en particulier pour le conseil génétique et pour l'accompagnement de la grossesse. Et ça, c'est très important. On reçoit les couples dans le cadre du conseil génétique, en règle générale avec une conseillère génétique, et on est là pour accompagner les couples dans leur projet de grossesse. À côté de ce réseau multidisciplinaire, on a un réseau de spécialistes paramédicaux qui sont très importants. Je pense que pour beaucoup de patients, le NEL patella est quelque chose de souvent invalidant dans le quotidien, dans l'insertion scolaire, dans l'insertion professionnelle. Et la prise en charge avec une psychologue est extrêmement importante pour aider, pour parler. La kinésithérapie est évidemment au centre de la prise en charge. Et puis, l'ergothérapie. Et après, toutes les méthodes qui vont aider à prendre en charge la douleur sont extrêmement importantes. Et puis, en fonction de la symptomatologie des patients, on fera intervenir d'autres spécialités. En particulier, il y a un cortège de manifestations gastro-entérologiques qui, pour moi, ne sont pas bien connues. La prise en charge en gastro-entéro, en trouvant l'interlocuteur gastro-entérologique qui est à l'écoute, est très importante, mais ça, ce n'est pas si simple à trouver. Voilà, je pense que j'ai fini pour mon intervention en diaporama et je suis évidemment à votre disposition pour répondre aux questions.